Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans certaines technologies fondamentales des développements web et des principes de conception. Cela vous aidera, j'espère, à améliorer vos compétences et à travailler de manière plus efficace. Alors, commençons. Commençons par ce que c'est Postman. Le Postman, c'est un outil essentiel pour tester et déborder vos API, vos API. Si vous préférez travailler dans le back-end, comme moi-même, ça peut vous être très utile. Tout d'abord, nous allons sur le site web de Postman, ça veut dire on se retrouve ici. Je vais vous montrer comment créer un compte et télécharger la version de bureau, la version desktop. C'est très facile, tu peux t'inscrire ici et puis tu peux téléverser la version desktop qui était ici. Ce que je trouve cool à propos de ça, c'est que tu peux jeter tout ce dont tu as besoin ici dans la version de bureau. Si tu es logué, si tu es authentifié avec ta compte Postman, ça veut dire que tous les changements que tu fais ici seront gardés, seront enregistrés dans la compte à distance, dans la compte principale de Postman. Ça veut dire que à n'importe quelle machine dont tu téléverses l'application de bureau, tu vas avoir les mêmes fichiers, les mêmes ajouts, les mêmes modifications que tu as fait avant dans une autre machine. Et déjà, ça c'est quelque chose de très cool. Ok, ensuite vous apprendrez comment définir les variables qui sont envoyées et reçues entre le front-end et le back-end. N'oubliez pas, Postman est comme un navigateur sans interface utilisateur. Il gère les données directement. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, dans une communication HTTP, la communication de toute la vie, tu as le serveur et tu as le client. Le client, c'est toi. C'est toi avec ton navigateur préféré, soit Google Chrome, soit Brave, soit Mozilla, etc. etc. Ça, c'est un client. Et alors, Postman, c'est un client. C'est le client, c'est juste que dans ce cas-là, c'est un client sans interface web. Ça ne fait pas aucun rendering de l'HTML, non. Tout ce que ça fait, c'est de pouvoir tester quelle est l'information que le backend envoie au front-end et vice-versa. Voilà, c'est tout. Et si tu es un développeur back-end comme moi, ça peut devenir le ciel. Ok, on va faire le test. Par exemple, ici, c'est une application d'une airline, d'une compagnie de vols d'avion avec laquelle je travaille maintenant. Et puis, disons que je veux essayer cet endpoint là, juste là, à 10 mots. Et je dis envoyer, je dis send au back-end. Ici, mon serveur back-end est déjà allumé et il travaille déjà. Si vous ne savez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur comment faire une application back-end en Spring Boot, qui c'est un framework de Java. C'est très utile, c'est très puissant. Ce qu'on vient de recevoir, c'est l'erreur 403, forbidden, interdit. On doit se souvenir que dans l'Internet, dans le protocole, si on utilise le protocole HTTP de communication, on peut recevoir des multiples codes, quoi. Comme par exemple le code 200, c'est le code de succès. Ça veut dire qu'on a réussi à la communication. Mais le plus probable, c'est que tu ne vas pas recevoir le code 200 la première fois, malheureusement. Tu vas recevoir un code d'erreur. Par exemple, 400, 401, 402, 403, 404. Le not found, c'est le plus fameux, je pense. Mais ici, on a reçu le code 403. Ça veut dire qu'il est interdit parce qu'on ne s'est pas authentifié pas encore. Et c'est très facile. On va ici, on peut voir quoi? Ici, c'est le endpoint, c'est le point d'extrémité de Authenticate. C'est une méthode de type POST. Et la différence entre les différents types de méthodes, POST, GET, PUT, DELETE, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, dans le vidéo que j'ai fait sur le backend en Java. Mais en bref, ici on fait un POST parce qu'on va poster cette information. Ça veut dire que je vais envoyer cette information au backend. Le email et password, mes credentials pour pouvoir m'authentifier. Et puis je vais envoyer ça. Et voilà, j'obtiens un code 200, ça veut dire ok, ça veut dire que j'ai réussi. Et j'ai maintenant ce token de sécurité. Ce que je fais, c'est que je vais ouvrir les variables de l'environnement local. Je vais ici, au coin supérieur à droite, et je vais mettre à jour le token de sécurité. Je l'ai copié et je viens de le coller ici. Enter.
Ok. Maintenant, si je reviens ici, sur le point d'extrémité pour faire le testing des démos, vous pouvez voir que dans l'Authorization, j'ai déjà défini que le token est gardé et enregistré dans les variables locales. Mais le token précédent n'était pas mis à jour. C'est pour ça que la communication n'a pas marché, n'a pas réussi avant. Ok. Mais maintenant, le token est mis à jour. Alors, si je fais Ascend, voilà, j'obtiens un code de somme. Ça veut dire la réussite. Et j'obtiens tout la payload. Le payload, c'est les données que le backend m'a envoyées. Parfait. Ici, on vient d'apprendre sur les variables d'environnement, sur les différents codes des status, sur les différents points d'extrémité, sur les différentes méthodes. Et voilà, ça c'est tout pour le Postman. C'est simplement la meilleure outil qu'un développeur backend peut utiliser. Comme ça, l'équipe du backend, on peut dire à l'équipe de front-end, alors voilà, les endpoints, ça veut dire les points d'extrémité qu'on a programmés, et ils marchent parfaitement au Postman. S'il y a un problème, c'est dans la manière que vous recevrez cette information au front-end. Ça permet de tracer tous les changements, de tracer toutes les responsabilités dans un projet complexe de software, de logiciel. Passons maintenant aux outils de développement front-end, également appelés DevTools. Ici, j'ai le front-end que j'ai fait à l'université avec mes collègues, avec mes camarades, avec mes coéquipiers. Ils sont des êtres humains fantastiques, vraiment très intelligents. Je vais fermer ce panneau-là. Essentiellement, lorsqu'une personne normale, pas un ingénieur, pas un développeur, utilise une application sur l'internet, les gens voient ça, une application. Mais alors, on va voir ce qui est en arrière, ce qui se passe en arrière de l'application front-end. Et pour ça, on peut dire clic droite et inspect. Si tu es dans une laptop comme moi, tu peux dire la clé F1, F12. Et ici, tu peux faire voir les éléments qui se sont mis en place, qui sont mis en forme ici. La console, par exemple, si j'essaie de faire, par exemple, cet utilisateur n'existait pas, et si j'essaie de m'authentifier, ça va me rendre le message de user not found, sorry, l'utilisateur n'a pas été trouvé, désolé. On ferme ça, mais on voit ici que le message qui est apparu dans la console, effectivement, c'est le message que le backend vient d'envoyer au front-end. Ici, la console c'est très utile, les sources sont très utiles, la network c'est vraiment très utile. Ici, la network c'est le réseau de communication entre le client et le serveur. Si on fait clic sur le symbole X ici, on pourra voir quelle est la payload, ça veut dire l'information que le front-end, ça veut dire moi, vient d'envoyer au backend. Et comme ça, on peut vérifier si on a mis les corrects paramètres, si on les a mis dans les corrects ordres, etc., pour pouvoir tracer les erreurs et découvrir qu'est-ce qui ne va pas. D'accord. Et en plus, si vous avez développé votre application avec le framework JavaScript Vue.js, comme nous, ici, vous pouvez télécharger l'extension pour les navigateurs DevTools, Vue.js, DevTools. Voilà, vous pouvez ajouter ça à votre navigateur préféré. Ici, vous pouvez y accéder pour voir, par exemple, les composantes qui se sont rendered, qui se sont mis en place ici, dans quel ordre, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a aussi une console, il y a aussi la timeline, la ligne du temps, où vous pouvez voir quels sont les événements qui se sont passés avec la souris, avec le keyboard. Ça c'est tout pour les outils de développement front-end et de développement back-end. Si vous avez envie de faire une application qui soit responsive, qu'est-ce que ça signifie qu'une application web soit responsive? Par exemple ici, si vous voyez, responsive, ça veut dire que n'importe quel appareil accède à l'application, l'utilisateur va avoir une bonne expérience avec l'application. Si je vais ici, je peux changer la forme de l'appareil que l'utilisateur est en train d'utiliser pour visionner, pour utiliser l'application web. Ça peut être un iPad et ça va apparaître ici. Ça peut être un iPhone 14, ça va apparaître ici, etc., etc. Rendre une application responsive, c'est une tâche pas facile. C'est pas le fun, comme on dit au Québec. Mais c'est très nécessaire si on veut avoir l'air d'être professionnel. Quelques conseils pour ça, c'est
Par exemple, que les images qu'on utilise soient responsives et aussi que les breakpoints, les points de rupture, soient le small, le medium, le large, le extra large, extra large. Si vous voyez, c'est la même façon, c'est la même manière dans laquelle on choisit des vêtements au magasin. Oui, ce sont des tailles, la taille de l'écran. Comme ça, on peut bien définir comment est-ce que l'application doit réagir aux différentes tailles des écrans. D'accord? Enfin, on va parler de Mocaro. Mocaro, c'est une application qui vous permet de faire du testing très facile et rapide. Si vous devez remplir votre base de données avec des données des profs, avec des données des jouets, pour voir qu'est-ce qui se passe, Magno, tu n'as pas besoin de tout imaginer. Ça sert à rien. Ce que tu peux faire, simplement venir dans un website comme cela, et ça peut générer ici un preview. Des infinis, la quantité, n'importe quelle quantité dont vous avez besoin, des noms, des prénoms, des courriels, des genres, des genders, des adresses IP, etc. Et vous pouvez même changer le type de chambre qu'on utilise ici. Par exemple, des chambres de location, latitude, state, products personnels, names, les prénoms, nom de famille chinois, etc., etc. Et même, tu peux utiliser un AI, une intelligence artificielle, pour donner une description du sujet de votre application, et ça va générer tous les champs dont il considère correct d'ajouter cette information-là pour tester la base de données. Voilà, notre tutoriel sur ces outils de développement précieux et le principe de conception web se termine ici. J'espère que vous avez beaucoup appris et je suis sûr que ces compétences vous seront utiles dans votre travail. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Merci de nous avoir rejoints dans cette vidéo. Rendez-vous dans le prochain tutoriel. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.